Alors, c'est juste pour vous remercier d'être là et de. Je peux l'enlever quand même. Et de vous présenter en quelques mots donc Elias Capriles, donc, qui est vénézuélien, qui est à la retraite maintenant, mais qui était professeur d'université au Venezuela, à la fois en philosophie et aussi en spiritualité asiatique, donc spécialisé en particulier dans le bouddhisme. Et qui est également enseignant, alors pour les personnes qui connaissent, Santima Sangha, qui est un cursus d'enseignement au sein de la communauté Dzogchen, donc le Dzogchen étant aussi une des spécialités d'Elias Capriles, qui vous en parlera également. Voilà, donc merci beaucoup d'être ici, et puis il va faire l'effort de faire cette conférence en français. Alors qu'il parle plutôt espagnol et qu'en général il intervient en anglais, donc merci pour votre indulgence. Et nous avons Alvaro qui va lui servir de dictionnaire lorsqu'il ne trouvera pas ces mots. Merci Alvaro. Voilà. Et puis donc ça va peut-être durer environ 1h30, hein, c'est ça, on peut dire? Oui, plus ou moins. Voilà, plus ou moins 1h30 si vous n'êtes pas trop pressé. Et ensuite il y aura des échanges. Vous voyez, c'est quand même très informel, donc on pourra échanger. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi dîner, alors pas pendant la conférence parce que ce serait pas très agréable, mais voilà, à la fin, on peut commander à dîner pour ceux qui en ont envie, en fait. Voilà, puisqu'on est dans un restaurant qui, en plus, qui est très bon. Donc, merci, et puis on commence sur le thème bouddhisme, chamanisme et Dzogchen. Ouais. Ah oui, et je dis quand même que c'est organisé à la fois par la Fondation Shangshung, qui est l'Institut pour les études tibétaines, et la communauté Dzogchen internationale. Bon. Ok. Est-ce qu'on écoute? Le volume, bien sûr, on a dû le réduire pour que tu l'avais très près de toi. Ah voilà, il faut quand même que ce soit plus près. Ça va? Maintenant? Oui? Est-ce qu'on écoute bien? Oui. Ok. Bon, on commence. Et avant tout, il faut dire qu'est-ce que le Dzogchen, parce que peut-être il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Et Glenn, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui? Oui. Ok. Bon, dans le bouddhisme tibétain, il y a des divers véhicules qui sont des sentiers, des façons d'arriver à l'illumination. Et surtout, il y a 3 sentiers qui sont divisés en 9 véhicules. Et les 3 sentiers sont le sentier de rénonciation, le sentier de transformation et le sentier de libération, le chemin de libération spontanée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rénonciation, transformation, libération spontanée, pour aller où? Alors, bien sûr, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a traduit normalement dans le bouddhisme comme l'illumination. Le mot, c'est plus le veil, mais on dit normalement illumination. Et c'est ce qui met fin au problème de la vie, et dans le sens que, par exemple, les 4 nobles vérités du Bouddha, la première est la souffrance et le dukkha, la deuxième est la cause du dukkha, la cause de la souffrance, la troisième est la fin de la cause et de l'effet. Ça veut dire la fin de la souffrance due à la fin de la cause de la souffrance. Et finalement, la 4e est le sentier. Le sentier pour aller de la souffrance à la fin de la souffrance. Le sentier de rénonciation est basé sur l'idée que tous ces stimulus qui font réagir les passions, qui activent les passions, c'est mieux de
s'éloigner de ces stimuli parce que, autrement, on développe des passions et les passions font développer le karma et puis aussi ils s'alimentent. Le plus qu'elles se déclenchent, le plus qu'elles deviennent plus fortes. Mais c'est une approche qui est très lente parce que si je vous dis ne pensez pas à un éléphant blanc, à quoi pensez-vous? Bien sûr. Alors si je dois m'éloigner de tous ceux qui activent mes passions, alors je vais penser à tous ceux qui activent mes passions et ça va être pas une solution vraiment valable. Bien sûr que c'est une voie qui est effective, mais même dans les textes du Mahayana, qui est parti du sentier de rénonciation, on dit que pour retrouver l'illumination, ça prend 3 cycles cosmiques temporaux incommensurables. Alors ça veut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui à demain qu'on va trouver l'illumination par ce moyen. Puis il y a le sentier de transformation. Et là-bas on dit que, par exemple, Chogyal Namkhen Norbu, il dit, c'est le maître de la communauté Dzogchen, et il dit que les passions sont comme leña, le bois à brûler, et les passions sont comme le feu, Et le plus qu'il y a du bois, le plus qu'il y a du feu. Mais bien sûr, il faut avoir une capacité de transformation parce que autrement, ce qu'on va faire, c'est créer du karma et ça ne va pas marcher du tout. En particulier, on dit que chaque passion est originellement une sagesse. Et alors, la transformation, c'est transformer la passion en la sagesse qu'elle était originellement. On peut donner un petit exemple. S'il y a quelqu'un qui entre ici et commence à me dire des mots très bruts, alors si j'avais une petite passion, je pensais ce que je dois faire demain et tout ça s'en va de mon esprit. Et la situation devient très claire parce que je dois pouvoir me défendre s'il m'attaque physiquement. Alors, ça s'appelle la sagesse telle qu'un miroir, ou sagesse comme un miroir. Le premier moment, il n'y a même pas une dualité entre un sujet et un objet. Le moment suivant, il y a cette dualité, mais il y a encore de la clarté. Et c'est après que je commence à penser, mais ce type, qu'est-ce qu'il se croit qu'il va me traiter de cette façon? Et alors, je commence à alimenter la passion. D'une sagesse, la sagesse est devenue une passion. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet sentier? Je me visualise comme une déité airada. Kuruse, oui. Ça veut dire c'est un Bouddha, mais qui a un aspect qui ressemble un peu à un démon. Mais c'est un Bouddha. Alors j'imagine que je suis de la tâche de l'univers, alors il n'y a rien derrière moi. Alors la passion ne peut pas être dirigée contre quelque chose dehors et elle devient toute clarté. Clarté de me visualiser de cette façon. Puis, une fois que j'ai cette clarté, cette image très forte, je peux utiliser cette image comme si c'était un reflet dans un miroir qui sert pour réaliser la nature du miroir. Comment? Bon, en regardant d'une certaine façon.
en regardant un peu comme Guru Garab Dorje, qui est le maître primordial du Dzogchen bouddhiste, indique quand il fait comme ça, le mudra d'introduction directe. Le troisième sentier, c'est le sentier de libération spontanée, et ce sentier-là, c'est le Dzogchen. C'est le sentier qui donne son nom à la communauté Dzogchen parce que c'est le sentier principal qu'on pratique. On ne le pratique pas à l'exclusion des autres, mais c'est le principal parce qu'il est beaucoup plus direct. Par exemple, dans le sentier de transformation, pour développer la visualisation et puis le travail avec les énergies et tout ça, c'est idéal de faire une retraite d'au moins 3 années, 3 mois et 3 jours, ou bien 7, 7 et 7, ou mieux encore 9, 9 et 9. C'est pas très pratique. On ne peut pas l'appliquer directement dans la vie quotidienne. Et dans le Dzogchen, c'est beaucoup plus facile si on a la capacité et si on arrive vraiment à développer une capacité de libération spontanée. Ça dépend beaucoup de l'individu et ça dépend aussi de sa connexion avec un maître. Et puis, le plus important, d'avoir un maître qui soit vraiment un maître. Bon, alors, on parle d'une comparaison entre le sentier de libération spontanée et le chamanisme. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun le tantrisme, qui est le sentier de transformation, même le sentier de rénonciation, mais ça prend beaucoup plus longtemps, et le sentier de libération spontanée, qui peut le faire plus directement, beaucoup plus vite, c'est de faire monter ce que j'appelle, bon, en tibétain c'est le tigle. Mais tigle, c'est un mot qui a plusieurs sens. Par exemple, en des mots, en des sens, c'est une sphère. Une sphère n'a pas des angles, des coins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un coin, un angle, exclut ce qui est dedans de ce qui est dehors. Et les pensées, les concepts se définissent par exclusion. Acharya Dignaga, un maître bouddhiste très ancien, il a dit que les concepts se définissent par exclusion apoha ou exclusion d'autres, anyapoha. Ça veut dire que blanc exclut noir, grand exclut petit, droite exclut gauche, homme exclut femme, et comme ça. Chaque pensée, chaque concept est défini par l'exclusion des autres concepts qui ne sont pas celui-ci. Alors, dans ce sens, le tigle est arrivé dans un état dans lequel les concepts se brisent, se libèrent, et alors on n'est plus sous le pouvoir de cette exclusion. Et puisque notre vraie nature n'exclut rien du tout, parce qu'elle est la vraie nature d'absolument tous les phénomènes qui existent à l'univers, alors c'est l'unique façon dont on peut réaliser cette vraie nature. Ok. Un autre sens de tigle, on parlait des tigles rouges, des tigles blancs, c'est surtout dans le tantra. Et le tigle blanc est l'énergie masculine, le tigle rouge, l'énergie féminine. Le blanc est associé à la sémence, et le rouge au sang menstruel. Et on travaille avec ça pour faire monter quoi? Le tigle dans le sens
dont je voulais faire référence. Je traduis ce sens comme volume, ça semble très compliqué, mais je vais l'expliquer, volume énergétique dont dépend l'amplitude de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans le Tantra, par exemple, on parle il y a un canal central. Normalement, l'énergie, elle va par deux petits canaux latérales, et alors il n'y a pas un gros volume d'énergie qui entre les centres supérieurs. Et alors, c'est pour ça qu'on a une conscience tunnel, comme un tunnel. Je te vois et je ne suis pas totalement conscient de tout le reste. Et je vois la glace, la même chose, le verre, je veux dire, la même chose. Alors, quand il n'y a plus d'énergie qui monte, ma conscience devient plus panoramique. Elle se panoramifie. Et alors, quand je vois le caméra, je n'ai plus l'idée que cette caméra est indépendante et séparée en soi-même du reste. Alors, je réalise sa vacuité automatiquement, comme expérience. Ça ne veut pas dire que je réalise la nature bouddhique, que j'ai le fruit du chemin, le fruit du sentier, mais ça veut dire que j'ai une expérience de vacuité parce que je réalise que cette caméra n'existe pas indépendamment, en soi-même séparée du reste, et on appelle ça une expérience de vacuité. C'est très important de faire monter ces volumes énergétiques dont dépendent la amplitude de la conscience, parce que ça va produire trois types d'expériences. Celle de vacuité, qu'on a déjà expliqué, et celle de clarté, qui peut être par exemple que je vois des auras, des auras environ les choses, ou ça veut dire peut-être que je vois une déité que les autres personnes ne voient pas, ou que simplement que je vois tout comme plus lumineux, comme comme si je ne l'aurais pas vu jamais auparavant, beaucoup plus, avec une intensité de tonalité beaucoup plus forte. Toutes ces expériences sont des expériences de clarté. Et puis, l'expérience de sensation. La sensation peut être une sensation de douleur ou bien une sensation de plaisir. Mais on ne travaille pas avec les sensations de douleur à cause de deux raisons. La première, qu'on a un corps qui est le véhicule de l'illumination et on ne peut pas endommager ce corps. Et la deuxième, c'est que aucune personne voudrait pratiquer si la pratique était avec du douleur. Alors on pratique avec le plaisir. Ces trois expériences sont produites à travers la pratique tantrique, mais ça prend beaucoup de temps relativement parce que il faut avant tout développer la visualisation, puis faire monter le volume énergétique et finalement on a les trois expériences et on peut les utiliser comme s'ils étaient trois reflets dans un miroir qui nous donne la possibilité de découvrir la vraie condition du miroir. Bon, en tout cas, même le chemin, le sentier de rénonciation fait monter le volume énergétique. Par exemple, si je pratique constamment le vipassana et le shamatha et
les pratiques propres de ce chemin, de ce sentier, il prend longtemps, mais à la fin, je veux avoir des expériences. Et on le voit clairement aussi dans le zen, du Mahayana abrupt, instantané, où par exemple les gens ont des makio, ça veut dire des expériences illusoires, de clarté, de tout ça après pratiquer pendant longtemps. Mais bien sûr, le volume énergétique monte beaucoup plus vite dans le tantra, où on retient la sémence et avec ça, et avec toutes les pratiques qu'on fait, on fait monter ce volume énergétique et tout ça, c'est beaucoup plus vite. Et puis, dans le Dzogchen, ça peut être encore plus vite. Par exemple, il y a des pratiques introductoires telles que les Semsin et les Rushen qu'on va pratiquer à Dejamling. Je ne sais pas si vous tous connaissez qu'il y a un centre de la communauté Dzogchen qui s'appelle Dejamling et qui est pas loin d'ici. Bon, et puis finalement, il y a des pratiques très avancées telles que le Togel et le Yantik, dans lequel on va dans le noir et le volume énergétique monte très vite et on a des expériences vraiment fortes. Et monte beaucoup plus vite que dans le tantra. Bon, alors pourquoi on fait une comparaison entre ça et le chamanisme? Parce que le chamanisme, il fait monter le volume énergétique, mais par d'autres moyens. Mais ne pas seulement par d'autres moyens, mais avec un fin totalement différent. Ce qu'on veut trouver dans le chamanisme n'est pas l'illumination, n'est pas du tout l'éveil, mais une autre chose qui n'a rien à voir. Alors on va parler un peu de ça. Mais avant de parler de ça, je vais introduire, peut-être c'est trop s'il y a des gens qui n'ont jamais écouté parler de ces choses, mais je veux bien couvrir la totalité de ce qui doit être expliqué. Et dans le Dzogchen et dans le tantrisme et même dans le bouddhisme en général, la vision de l'évolution de l'esprit et de la société est contraire à celle de la modernité. Dans la modernité, on pense qu'il y avait les troglodytes qui se cassaient la tête avec des gros matraques, oui. Et s'ils voyaient une femme, elle les prenait par les cheveux, elle la portait dans sa grotte, et comme ça. Et s'il trouvait de la nourriture, il se battait pour la nourriture. Mais en vérité, il y a des sciences qui ont montré que ça est absolument faux. Par exemple, il y a une science qui s'appelle la paléopathologie. Et il y a un chercheur du CNRS, s'appelle Philippe Descola. Philippe Descola, il est parti chez les Sachuars en Équateur et il a réalisé que les régions qui étaient habitées par les Sachuars avaient plus de biodiversité que les régions qui n'étaient pas habitées. Et c'était surprenant parce que c'est contraire à l'idée qu'on a de l'évolution dans la modernité. Par exemple, il y a un livre de Tom Dale et Vernon G. Carter qui s'appelle Topsoil and Civilization. Et ils ont montré que presque toutes les grandes civilisations se sont détruites à soi-même à cause du mauvais usage qu'elles ont fait de l'environnement, de l'écosystème. Et dans ce cas, ces Indiens, ils font le contraire. Au point que Descola, il conclut
que à l'Amazonie, comme dans le nord d'Amérique aussi, la nature est une construction sociale parce qu'elle est produite par les êtres humains. Le plus qu'elle s'intervient dans l'écosystème, le plus de biodiversité qu'il y a dans l'écosystème. Et puis, il a porté cette recherche au-delà des régions des Quechua et il a trouvé la même chose partout. Il y a une autre science qui s'appelle la paléopathologie. On sait que le pathologue est celui qui s'occupe de déterminer la cause de la mort des gens. Et paléo, c'est antique. Alors la paléopathologie, c'est la science qui détermine la cause des morts des cadavres très antiques. Et on trouve que le plus loin qu'on va dans le passé, le moindre la violence. Avant le 4000-4500, avant l'ère chrétienne, on ne trouvait pas des signes de violence dans les cadavres dans une proportion plus grande de celle qu'on peut attendre des accidents de chasse. Ça veut dire que on pourrait expliquer tous les morts qu'on a trouvés comme des accidents de chasse et pas comme des résultats de la violence entre les êtres humains, les uns contre les autres. Et oui. Aussi, par exemple, Annette Lehmann-Empereur et son maître André Leroi-Gourhan, ils sont des étudieux de l'histoire de l'art. Et ils ont fait beaucoup de recherches sur l'art paléolithique. Et ils ont trouvé, par exemple, avant ça, la théorie de l'art, spécialement certaines façons de théorie de l'histoire de l'art, pensaient que l'art paléolithique n'était pas de l'art du tout. Ils pensaient que c'était de la technologie, parce qu'ils pensaient que s'ils dessinaient un bison, c'était pour attraper son esprit et comme de cette façon arriver à le chasser. Mais André Leroi-Gourhan et Annette Lehmann-Empereur, ils ont conclu qu'ils ont bien étudié cet art et ils ont conclu que c'était un art extrêmement religieux, mais une religiosité qui n'avait pas de référence au Dieu. Le divin était dans la nature, n'était pas au-delà. Et on peut penser que c'est à cause qu'on avait la possibilité, on avait la faculté d'entrer dans un état que j'appelle l'état de communion. Et c'est l'état dans lequel on expérimente la nature commune de tous les êtres humains et tous les phénomènes de la nature. Et c'est la même chose que dans le Dzogchen, on appelle Rigpa. Comment on va dire qu'il savait de Rigpa dans cette époque? Il y a des textes du Dzogchen. Bon, en général, on parle dans le bouddhisme tantrique Dzogchen, on parle de 4 âges. La première, c'est le Dzogden. Dzog veut dire perfection et plénitude, et Denpa veut dire l'âge. Âge de perfection et âge de plénitude. Après ça, il y a le Tetra Yuga, qui est l'âge de 3. C'est une perfection chaque fois moindre. Et puis, il y a l'âge de 2,
la perfection est encore moindre. Et puis, l'âge du noir, le Kali Yuga. Le Kali Yuga est l'âge dans lequel nous nous trouvons maintenant, et c'est l'âge de la dégénération. Alors, cette vision de l'histoire, elle est dégénérative. La perfection était au commencement, et le plus que le temps passe, le plus l'imperfection des êtres humains. Absolument le contraire de la vision moderne. Et il y a des textes du Dzogchen que, au lieu de dire Dzogden, disent Dzogchen Denpa ou bien Dzogpa Chenpo Denpa. Ça veut dire que l'âge originel, on l'appelle l'âge du Dzogchen, de la perfection et la plénitude absolue. Et après, on commence à dégénérer et à la fin, on arrive à notre condition, qui est laquelle, bon, nous nous trouvons dans une crise écologique que si tout marchait dans le sens où tout a marché depuis ce temps-là, l'humanité serait probablement détruite dans ce siècle. L'unique espoir de survie de notre espèce et de sa transition à un âge de plénitude et perfection, un nouvel âge comme le Dzogden, comme le Dzogpa Chenpo Denpa, et que nous retrouvons la vraie nature, que nous retrouvons ce que l'enseignement Dzogchen appelle le Rigpa. Qu'est-ce que le Rigpa? Le Rigpa est une capacité cognitive qui réalise la vraie nature de tous les êtres et de tous les phénomènes. Et c'est le contraire de Ma-Rigpa. Le Ma, c'est un négatif. Alors il y a Rigpa et Ma-Rigpa. Ce qui a causé la dégénération, c'est une croissance du Ma-Rigpa qui occulte le Rigpa, et pas seulement l'occulte, mais le distorsion. Elle distorsionne la vraie condition. Il y a 3 types de Ma-Rigpa. Le premier, encore il y a un mot, une phrase qui semble très compliquée, c'est l'ignorance de notre vraie condition due à un facteur de stupéfaction qui a accompagné la courante mentale des êtres sensibles et depuis du temps sans commencement. Ça veut dire que ce type de Ma-Rigpa est littéralement l'ignorance. On ne peut plus réaliser notre vraie condition. Le deuxième type est une distorsion. Il n'est plus l'ignorance, elle est une distorsion. Ça veut dire qu'il y a la dualité du sujet et de l'objet. Et cette dualité n'existe pas en vérité. Même la physique maintenant, elle dit que l'univers est un champ d'énergie, un continuum d'énergie. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre tous les phénomènes de l'univers, et même entre les phénomènes qui apparaissent comme objet et les phénomènes et le sujet. Parce que c'est tout l'énergie. Finalement, le troisième type de Ma-Rigpa est ce qui nous fait percevoir ce que notre capacité cognitive divise et sépare, comme si elle était divisée et séparée en soi-même. Par exemple, ce qu'on disait avant, je perçois la caméra et je le perçois comme étant, bon, deuxième Ma-Rigpa, séparé de moi, dehors moi. Troisième Ma-Rigpa, séparé de tout le reste. Mais il n'y a rien que sépare le caméra du reste.
il n'y a ni une région de vide, ni une région d'une substance différente de l'énergie qui est l'univers. Ça veut dire que c'est une distorsion absolue. Et c'est ça qui est à la base de la crise écologique. La dualité du sujet et de l'objet, qui est le deuxième type de Marikpa, s'accentue. Et le plus que le temps passe, le plus elle s'accentue. Et à la fin, on se sent contraposé à la nature, contraposé aux autres êtres humains, et ça arrive jusqu'à un point où vraiment c'est comme une hostilité vers la nature. Alors on veut prendre tous ceux dans la nature dont on croit qu'on peut profiter et détruire tous ceux qu'on sent est dangereux pour soi-même. Puis le troisième type de Marikpa, peut-être quand il devient très développé, on peut l'illustrer avec la parabole des aveugles avec l'éléphant que le Bouddha a utilisé dans le Udana du canon Pali et puis dans le Tathagata Sutra du Mahayana. C'était un roi qui a commandé à un groupe d'aveugles à déterminer l'identité d'un éléphant qui était devant. Alors, un d'eux a pris la trompe, oui. Je ne m'appelle pas trompé alors. Celui qui a pris la trompe, on actualise la parabole, pensait que c'était une manguera. Comment? Comment? Un tuyau d'arrosage. Un tuyau de pompier. Et celui qui a pris le colmillo, le dent, oui. Comment? La défense, oui. A pensé que c'était un de ces trucs pour porter des grands morceaux de glace. En quoi? Un pic, oui. Et celui qui a mis la main sur l'œil a dit que c'était un bol, cuenco. Un bol, oui. Et celui qui a pris l'oreille a dit que c'était un... Éventail. Oui, éventail, oui. Celui qui a mis la main sur la tête a dit que c'était una olla de barro. Un quoi? Un pot d'argile. Oui, d'argile. Et celui qui a mis la main sur le dos a dit que c'était une chaire pour porter les gens. Chaise à porter. Oui, chaise à porter. Et ceux qui ont pris les pattes ont dit que c'était des piliers. Et finalement, celui qui a pris la queue, il a vu que ça bougeait, alors il a essayé de courir parce qu'il pensait que c'était un serpent, probablement poisonneux. Nous, on est exactement comme ça, mais on est beaucoup pire parce que ces gens, ils n'ont pas tué l'éléphant. Mais nous, tout ce que nous pensons qu'on peut profiter de ça, nous le arrachons. Et tout ce qu'on ressent qui est dangereux pour nous, on veut le détruire. Et comme ça, on détruit l'écosystème dont on est part et dont on dépend pour notre survie. Alors c'est vraiment, on est vraiment absolument fou, je pourrais dire, oui. Il y a une parabole de Chandrakirti
qu'il y a un roi, les astrologues lui ont dit qu'une pluie allait venir qui allait contaminer les eaux dans tout le royaume et tous qui boiraient de cette eau deviendraient fous. Alors il a fait un grand tank, il a dit à ses ministres de faire des tanks et il a dit au peuple de faire des tanks pour garder de l'eau, pour ne pas devenir fou. Mais le peuple, il n'avait pas tant de pouvoir économique, alors ils ont fait des tanks beaucoup plus petits. À la fin, ils ont épuisé l'eau et ils ont dû boire l'eau qui faisait devenir fou. Alors, mais ils sont devenus fous de la même façon. Alors, ils pensaient que tous eux étaient bien, ils étaient absolument, ils avaient la santé mentale, que les ministres et le roi étaient absolument fous. Mais alors, les ministres ont fini l'eau dans ce tank. Alors, soudain, le peuple a vu que les ministres étaient guéris. Et le ministre ont réalisé que le peuple était parfaitement bien, mais tous étaient d'accord que l'unique qui était fou, c'était le roi. Et alors, finalement, le roi, il a réalisé qu'on allait hein? Exclure. Oui, bon, le mot ne vient pas, mais... Oui, le déposer, oui. C'était pas le mot que j'ai cherché, mais ça va quand même. Et alors, il a dit, bon, il n'y a qu'une chose à faire. Oui. Et nous, on est comme ça, parce qu'après ça, tout le monde pensait que tout le monde était absolument bien. Et tout le monde était fou en vérité. Et c'est notre condition. On est fou par la marikpa. On est fou à cause du développement de cette marikpa jusqu'à l'état actuel. On voit dans le monde, il n'y a que la violence. Dans le paléolithique, les gens ne se tuaient pas entre eux. Et maintenant, il y a des morts partout. Bon. On a dit que la première époque, c'était le Sogden. Bon, il y a une division en 4. Mais il y a une division en 3 aussi. Dans cette division, le premier yuga, la première âge, s'appelle le Satya Yuga. Ça veut dire l'âge de la vérité. Mais la vérité dans quel sens? C'est pas dans le sens que si je dis que ça c'est un chat, c'est pas vrai. C'est la vérité dans le sens d'absence de marikpa. Ça veut dire de rikpa, de réalisation directe de la vraie condition. Le deuxième âge s'appelle le Dharma Yuga, l'âge de la loi. Et puis le troisième âge, c'est le même Kali Yuga, qui est le quatrième âge dans l'autre classification. Alors, j'ai fait une interprétation dans laquelle, ça c'est à moi, c'est pas le bouddhisme, ni le Dzogchen, l'âge de Satya Yuga, l'âge de la vérité, était caractérisé par la communion, par la réalisation par les êtres humains en commun de la vraie nature de soi-même et de tous les phénomènes de l'univers. Le deuxième âge, l'âge de la loi, peut être associé peut-être à des relations communicatives. Et dans la communion, il n'y a pas de relation parce qu'il n'y a pas du sujet et d'objet. Alors c'est au-delà de la communication et bien sûr absolument au-delà de l'instrumentalité.
dans le deuxième âge, il y a la séparation, mais la façon de se relationner avec l'environnement et avec les autres êtres humains est communicatif. Ça veut dire qu'il est caractérisé par le respect. C'est comme si tous les phénomènes de la nature sont sacrés et on ne peut pas les profaner. On ne peut pas couper l'arbre pour faire une route, dynamiter la montagne, absolument pas. Et en vérité, je relationne cet deuxième âge de la même façon que le premier âge est relationné avec la réalisation bouddhiste. Le deuxième âge peut être relationné avec le chamanisme et l'animisme. Alors, le chamanisme est une distorsion très grande en relation avec le bouddhisme, mais il a une vertu, oui, très grande, qui est que au lieu de détruire la nature, elle la conserve. Et pas seulement la conserve, mais on a parlé des Sachuars en Équateur et des Indiens de l'Amazonie en général, et même il aide la nature à se développer. Il aide l'écosystème à devenir plus divers. Il promue la diversité. Alors, là, il y a une vertu en relation à notre âge, dans laquelle ce que nous faisons, c'est de tout détruire, jusqu'à nous détruire nous-mêmes. Nous-mêmes, nous-mêmes pas. Bon, l'espoir, c'est que nous ne nous détruisons. Et à cause de quoi? À cause de la récupération du RIPA. Et c'est pour ça que tant de gens aujourd'hui cherchent les chemins de sagesse. En particulier, ce chemin de sagesse qui vient de l'Asie. Ça va? Ok. Et dans le Dzogchen, dans l'enseignement Dzogchen, il y a des prophéties qui disent que le Dzogchen va se reprendre à notre époque et un peu plus tard aussi, comme jamais avant dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, si la préhistoire la plus ancienne était le Dzogden, le Dzogchen. Ok, voilà. Et on a dit que dans le chamanisme, plusieurs sortes de chamanisme, on ne l'a pas dit peut-être, utilisaient des psychodéliques comme moyen pour faire monter ce volume énergétique. Et la différence est le but qu'on cherche. Le but est absolument différent et les moyens aussi, mais il y a un commun qu'on fait monter ces volumes énergétiques. Là, avec des techniques d'imagerie actuelles, on a fait un expériment. On a donné de l'LSD au sujet de la file inférieure. Et aux autres sujets, on a donné un placebo. Alors, on peut voir la différence entre un cerveau sous les effets de l'LSD et un cerveau qui n'a
rien pris de ça. On peut imaginer que quand le volume énergétique monte à cause des pratiques tantriques ou de Dzogchen, le phénomène qui s'est produit, c'est plus ou moins le même, parce qu'il y a la même panoramification, et ça c'est expliqué par une activation de la du cortex du cerveau, qui s'active en sa totalité, et quand normalement ce qui s'y active est le lobule frontal seulement. Et cette activation du lobule frontal est propre de cette conscience tunnel. Au contraire, cette activation du cortex est associée à une conscience beaucoup plus panoramique. Mais le bout, les moyens pour achever ça sont absolument différents. Mais aussi le bout, parce que dans le chamanisme, par exemple, on peut pas, peut-être on ne peut pas généraliser absolument, mais je vais donner un exemple, une tribu qui s'appelle les Yanomami au Venezuela, dans l'Amazonie vénézuélienne. L'apprentisse de chaman invite ces démons et ces déités à habiter dans son poitrine, oui. Alors, il se fait susceptible de tomber sur l'influence de cette force, de ces êtres qu'il ne peut pas dominer et qui ne sont pas des illuminés ni rien semblable. Il peut être démoniaque, et ils le sont souvent. Et puis, quand elle prend le psychodélique, elle a toutes ses visions, et ce qu'il veut faire, c'est influencer ces êtres pour détruire les ennemis, ou bien pour favoriser ou guérir les amis. Ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, pas du tout en absolu. Bien sûr, il y a des gens qui ont des expériences de quelque chose qui semble être une communion. Elles ont cette conscience panoramique, et Freud, il a parlé de l'état du sentiment océanique de l'enfant. Et on peut récupérer ça, mais on ne peut pas produire l'illumination. Alors c'est très facile à confondre cet état qui semble très semblable, et c'est très facile à le confondre avec l'illumination, mais n'est pas. Parce que on peut panoramifier la conscience, et on peut dissoudre un peu la sensation de dualité en relation au monde et aux autres êtres humains. Mais ça, c'est une chose, et l'illumination, c'est une autre chose complètement différente. Et quand on prend un psychédélique, il y a cette panoramification, et aussi ça ralentit l'entrée du concept dans la perception. Ça veut dire que le jugement est suspendu. Normalement, comme Rinpoche dit quand il explique les semsines, normalement, si je fais comme ça, je ne peux pas déterminer rien de ce que j'ai vu, parce qu'il n'y a pas le temps pour le concept d'entrer et de me faire percevoir ce qui se manifeste à travers de mes sens comme étant celui-ci ou celui-là. Alors, quand on prend un psychédélique, ça prend beaucoup plus de temps. Alors c'est très facile d'être en gardant une graine de sable et être merveilleux par le grain de sable.
Mais ce qui est plus important, avec une attention panoramifiée, une conscience panoramifiée, et avec cet ralentissement de l'entrée du jugement et du concept dans l'expérience, dans la perception, on peut avoir la sensation, parce qu'il n'y a pas de concept encore, qu'on a réalisé la vraie nature, parce qu'on ne se sent pas séparé et on ne fait pas de séparation entre tous les parties de la totalité. Mais le premier type de Marikpa, qui est, vous vous souvenez, l'ignorance de notre vraie condition due à un facteur de stupéfaction qui a accompagné le courant mental des êtres sensibles de temps sans commencement est encore présente. Alors l'état qui en résulte est un état qui en tibétain s'appelle Kunji. Et Jigme Lingpa, il a prévu que dans notre âge, les yogis auraient la tendance à confondre le Kunji, qui littéralement ça veut dire la base de tout, avec le Rigpa, qui n'est pas la même chose, n'est pas du tout la même chose. Parce que dans les Rigpa, il n'y a pas aucun type de Marikpa. Il n'y a que Rigpa, pas Marikpa. Alors ce premier type de Marikpa n'est pas présent. Mais quelqu'un qui n'est pas entraîné et a une expérience de totalité comme ça, c'est très facile à le confondre avec le Rigpa, même s'il y a cette sorte d'ignorance. Après ça c'est la première chose. Il n'y a pas même de dualité du sujet et de l'objet, pas de séparation entre les différentes figures. Oui. On a une totalité, mais immédiatement après, cette totalité apparaît comme un proto-objet. Ça veut dire que la dualité du sujet et de l'objet commence à apparaître. Alors ça, c'est une expérience du royaume du sans forme. Arupa Loka ou Arupa Dhatu en sanskrit, le royaume du sans forme, qui est le bout du samsara, mais le samsara est le plus haut des états samsariques possibles, mais est le samsara. Le Bouddha, avant d'être le Bouddha, parce qu'il était encore Siddhartha le chercheur, il est allé chez les deux yogis les plus fameux, les plus connus de l'Inde, et il les a quittés l'un après l'autre, parce qu'ils arrivaient dans ces royaumes, et le deuxième, il arrivait au bout, jusqu'au bout, au plus haut. Mais il tombait. Et quand il tombait, il avait toutes les passions, et il se comportait, c'était comme quelqu'un d'autre, comme une personne normale, qui, si on lui dit que ce qu'il a trouvé est faux, il va devenir furieux. Et c'est ce qui est passé, en vérité. C'est pour ça que le Bouddha les a quittés. Ok. Le suivant étage, c'est la distinction entre la figure et le fond, ou le tréfond. Par exemple, oui, j'ai donné l'exemple avant du caméra. Je regarde le caméra et c'est la figure. Et le reste, je ne suis pas pleinement conscient de ça.
parce que mon attention est branchée sur le caméra. Et le reste, oui, je le vois, mais je ne suis pas tellement consciente. Il y a une division qui fait la base de l'illusion de séparation entre les divers objets. Alors, je prends quelque chose comme figure et ça s'appelle conscience de la base de tout. Kunji Namche. Puis, le suivant étage, c'est que je me concentre sur cette figure et je n'ai pas de pensée. Mais dans le cas des psychodéliques, ça se passe spontanément parce qu'il y a cet effet qui ralentisse l'entrée du jugement, l'entrée du concept et alors l'entrée de la perception dans la sensation. Alors on peut être émerveillé en regardant le grain de sable, absolument comme ça, oui, mais on peut penser que ça c'est le Sambhogakaya, quelque chose de réalisation bouddhiste, mais ce n'est pas ça. Et finalement, se manifeste la conscience des passions. C'est le suivant étage. Par exemple, si on est avec une personne avec laquelle on a une attraction érotique, ça suffit qu'on on se touche un petit peu et peut-être on a une sensation de plaisir dont les limites ne sont pas très précises. Et alors on peut penser que ça, c'est une réalisation du Nirmanakaya. En vérité, par exemple, Karma Tille, un maître Kagyupa, a dit dans ses commentaires au Dohas de Saraha, du Mahasiddha Saraha, il a dit que dans la pratique tantrique, c'était très facile de confondre les Sarupaloka, les royaumes du sans forme, avec le Dharmakaya, de confondre les visualisations qu'on fait dans la pratique tantrique quand elles se manifestent vraiment comme des visions avec le Sambhogakaya, mais ce sont en vérité le Rupa Loka, le royaume de la forme. Alors on peut se tromper et penser que le royaume du sans forme est le Dharmakaya, que le royaume de la forme est le Sambhogakaya, et puis que le royaume du plaisir, de Kamaloka, du désir, oui, du plaisir, Sensation. Non, il y a un autre mot qu'on utilise beaucoup en français. Désir. Désir, oui. Le monde du désir, on peut penser que c'est le Nirmanakaya. Parce que dans la pratique tantrique, c'est la façon dont on réalise le Nirmanakaya. Alors c'est très facile à confondre ça. Et tout ça peut se passer dans la pratique tantrique si on n'a pas un bon guide, mais bien sûr beaucoup plus facile et beaucoup plus stupidement quand on prend un psychodélique et on pense qu'on a une vraie réalisation. Je connais une fille péruvienne qui a vu Padmasambhava après manger l'ayahuasca. Elle était très fière d'avoir trouvé Padmasambhava. C'est dangereux parce que ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'une expérience, ce n'est pas une réalisation de quoi que ce soit. Bon. Alors, le chamanisme est totalement différent parce que même s'il a cet aspect de santé, de saludable, de santé, oui. En vérité,
c'est une chose absolument différente. Et ce qu'on cherche, c'est d'utiliser ces êtres pour achever des objectifs qui sont samsariques. Et dans le bouddhisme, ce qu'on cherche, c'est d'aller au-delà du samsara. Même le kunji et le samsara, mais le samsara comme une sème qui n'est pas encore développée. Encore, il ne tourne pas, mais c'est déjà le samsara parce qu'il y a un type de marikpa. Et où il y a le marikpa, c'est le samsara. Alors, il faut distinguer les deux choses. Le chamanisme est une chose et le Dzogchen est une chose absolument diverse. Même si dans le Dzogchen, des gens pensent, dans le Togel, on a des visions de lumière qui semblent plus claires et plus lumineux que notre sensation dans la normalité. Mais le bout de ça, et ce qu'on cherche, et ce qu'on arrive à faire, c'est absolument différent de ce qu'on fait dans le chamanisme. Dans le Dzogchen, Garab Dorje, le premier maître du Dzogchen bouddhiste, a dit que, a donné son testament, on dit testamento? Testament, oui, était les 3 phrases. La première était introduction directe. Ça veut dire avoir une vivance initiale du Rigpa. Bien sûr, après que cette expérience, cette vivance est passée, alors on n'est plus sûr que est-ce que ça c'était une illusion ou c'était vraiment ma vraie nature et la vraie nature de tous les phénomènes de l'univers, ou ai-je vraiment eu cette réalisation ou non? Pourquoi? Parce que la normalité s'est redressée, non, est revenue. Et alors, et tout ce que nous avons toujours perçu comme réel commence à sembler réel encore une fois. Et alors, on se demande si ce qu'on a eu, dans lequel rien de ça était réel, ou si la vraie réalité est cette réalité fausse de la normalité. Alors, il faut revenir à l'introduction directe, encore une fois, jusqu'au moment où on n'a plus de doute. La deuxième phrase est ne pas permanecer, ne pas rester dans le doute. Et puis, la troisième phrase, une fois qu'on n'a plus de doute, qu'on a la certitude absolue de que cette expérience, cette vivance, on l'a à eux, et que cette vivance est la vraie condition, et que c'est la condition ordinaire qui est une condition d'illusion et d'irréalité, alors on peut commencer à continuer dans l'état de Rigpa. Et pour ça, dans l'Upadeshavagga, c'est trop compliqué d'expliquer ça, il y a 3 séries d'enseignements. Dans la plus directe, on fait ça à travers le Tekche. Et le Tekche, Tek, ça veut dire lié, attaché, lié. Et puis, Che, ça veut dire que ça se revienta, se casse spontanément. On va expliquer un petit peu, oui. Par exemple, en tibétain, on dit Tek Shin, c'est un peu de bois qui est lié, qui est attaché. Tek Sha, c'est un peu de l'herbe qui est attachée. Et
ici, c'est comme si cette corde qui attache le bois ou l'herbe se casse spontanément, soudain, et toute l'herbe et tout le bois devient absolument relaxé. De soi-même, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui le coupe, mais c'est libération spontanée, c'est ce que ça veut dire. Alors, comment on fait ça? Bon, chaque pensée, je sais qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience et il y a des gens qui sont absolument nouveaux, mais je dois aussi informer un peu les gens qui sont plus vieux. Alors, il y a 3 formes de manifestation de l'énergie dans le Dzogchen qui sont Dang, Rolpa et Tsel. Les pensées et tout ce qui est dans le plan mental est énergie Dang. Et la vraie condition de l'énergie Dang est le Dharmakaya, qui est l'esprit bouddhique, qui est au-delà de la séparation entre le sujet et l'objet. Alors, quand ça se manifeste, quand je vois, si j'ai l'expérience du Dharmakaya, de l'introduction directe et de ne plus rester dans le doute, alors, quand je vois la pensée et je vois ce dont la pensée est faite, l'énergie de laquelle elle est faite, alors immédiatement le Dharmakaya se manifeste. Et alors, puisqu'il n'y a pas de dualité du sujet et de l'objet, et on ne peut pas conceptualiser quoi que ce soit, alors cette pensée se libère spontanément. Alors une autre pensée arrive et on fait la même chose jusqu'au point où on développe une capacité de libération spontanée très haute. Et quand on a cette capacité de libération spontanée, on peut pratiquer le Togel ou le Yantik, dans lequel il y a des visions qui se manifestent et qui ne permet pas au dualisme de rester. Le dualisme devient conflit et le conflit monte et se brise. C'est libération spontanée. Dans les textes, il fallait avoir une attention, il fallait voir la pensée. Dans le Togel, il n'y a rien à faire. Tout se passe de soi-même, mais si on n'a pas la capacité, ça peut être la voie directe à la maison des fous. Comment on dit maison des fous? Ok. Mais si on a la capacité, alors c'est la voie directe à l'illumination la plus absolue. On peut, une fois qu'on a accompli toutes ces activités bouddhiques, on peut s'effondrer avec les visions et la lumière des visions qui est devenue en ce moment-là une masse de lumière prend la forme du corps physique de l'individu et le corps physique se dissout et la vision reste. Et alors ce corps est un corps d'énergie qui s'appelle le corps de lumière ou le corps arc-en-ciel. Mais dans ce cas, c'était la totale transférence, Powachempo, ça s'appelle, parce que ça parvient quand on est encore vivant. Si la personne n'arrive pas à accomplir cette réalisation pendant sa vie, mais il a déjà se développé jusqu'à un certain point, après sa mort, il continue dans le même état. Il a entré le bardo de la Dharmata, qui c'est le bardo où des formes lumineuses se manifestent. Et
il passe pas par le bardeau de la mort, il continue dans ce bardeau et dans sa place. Période de temps. Hein? Une période de temps. En période de temps de 7 jours maximum, le corps se dissout et on achève le corps d'arc-en-ciel ou corps de lumière. L'idée, c'est pas de trouver un corps de lumière parce que une fois qu'on a la réalisation, on va avoir toutes ces activités bouddhiques, parce que on est motivé par la compassion qui est propre du Mahayana, mais après avoir fini avec sa vie, comme corps de lumière, on peut donner des enseignements aux personnes qui ont la capacité de contacter cette réalité et comme ça, ces personnes peuvent introduire dans le monde des enseignements qui sont propices pour le moment où ils se donnent, pour le moment où celui qui les révèle. Alors, c'est pas qu'on n'a pas de compassion et on veut s'aller dans un corps de lumière pour finir avec le samsara. Au contraire, c'est que on a toutes ces activités bouddhiques et à la fin, on achève ça et on peut continuer pendant des siècles en donnant des enseignements qui vont aider le Dharma à se répandre dans le monde. Je pense que j'ai parlé suffisant, peut-être trop, même. Et on peut parler un peu si vous avez des doutes, des objections ou quoi que ce soit. Vous êtes bienvenus. J'aimerais bien que vous parliez de vous, s'il vous plaît. Quel est votre parcours? Est-ce que vous venez du chamanisme et êtes allé vers le bouddhisme? Et pourquoi? Non. Bon, mon histoire est trop longue. Mais je ne me suis jamais intéressé au chamanisme. Je suis passé par la période hippie, oui. Oui, quand j'étais jeune, j'étais plus ou moins un hippie, oui. Mais avant ça, je me suis intéressé au bouddhisme zen. Bon, c'est une histoire très longue, puis je suis allé en Inde. Je ne voulais rien avoir avec le bouddhisme tibétain parce que j'avais lu Lobsang Rampa. Et je pensais, waouh, entrer dans le noir pour me voir de dehors, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça n'a aucun sens. Et monter dans une comète, on dit? Comète? Les enfants font comme ça? Ok, oui, un cerf-volant. Mais monter dans un cerf-volant, pourquoi? Non, ce que je cherchais, c'était l'illumination, pas ça. Alors j'ai dit, ce qui j'espère vraiment, c'est de jamais trouver les Tibétains. Alors je suis allé en Inde, je suis allé au Népal, et je suis arrivé la nuit, le lendemain, je suis monté à Swayambhunath et je suis entré dans un temple. Il y avait un lama là-bas qui faisait un rituel et il s'était. Et après, un mantra commençait à sortir de ses lèvres sans qu'il fasse rien. Et puis des mudras sans qu'il fasse rien. Et puis il y avait beaucoup de petits enfants et petits moines qui devenaient très. Oui, et commençaient, ils prenaient les choses, ce qu'on utilise pour faire des tourments. Ils faisaient des petites balles et se jetaient entre eux. Alors, 7 maîtres, ils prenaient une baguette très légère et
Alors j'étais très impressionné, j'ai dit ce que je vois là, c'est ce que je cherche. Alors j'ai commencé à indaguer, à étudier et bon, finalement j'ai découvert que ce qui était vraiment pour moi était relationné avec des expériences que j'avais vécues, c'était le Dzogchen. Dans ce moment-là, c'était Dudjom Rinpoche qui était le plus fameux. Alors je suis allé chez Dudjom Rinpoche et finalement, on ne peut pas tout raconter, mais à la fin, j'ai reçu des enseignements de Tinle Norbu Rinpoche, qui est le fils aîné de Dudjom Rinpoche et de Dudjom Rinpoche. J'ai reçu des transmissions de Dudjom Rinpoche, de Dilgo Chens et d'autres grands maîtres. Et en même temps, en 1997, 1997, j'ai trouvé, 87, 1987, 1977, oui, 77, j'ai trouvé Chogyal Namkhen Norbu à Swayambhu aussi, non, à Bodhanath. Rinpoche est allé faire un film sur la médecine tibétaine, et alors il a donné des enseignements, et il se passait qu'il parlait en italien, mais par casualité, moi et mon amie, ma novia, ma copine, tous les deux, elle était anglaise, moi vénézuélien, mais tous les deux parlaient italien. Et alors, on a pu recevoir tous les enseignements et même parler avec Rinpoche d'une façon dont on ne peut pas parler maintenant parce qu'il y a tant de disciples que... Après, il y a eu une crise économique au Venezuela, je suis rentré et je n'étais plus avec la copine, elle est allée à Mérida et elle m'a dit Rinpoche allait au Venezuela si il y avait un groupe formé pour recevoir les enseignements qui étaient sérieusement intéressés. Et à moi, on m'avait offert à l'université centrale du Venezuela de faire des conférences sur la relation entre le bouddhisme tibétain et la science et la philosophie, surtout la philosophie occidentale. Et je n'avais pas dit oui ni non, mais je n'avais pas intérêt parce que je pensais, après ces conférences, quoi? S'il n'y a pas un maître qui peut enseigner, ça n'a pas de sens. Mais une fois que j'ai reçu cette lettre, c'était l'époque des lettres, pas de l'email, je suis allé vite directement à l'université, j'ai dit oui, je veux donner les conférences. Et on a invité Rinpoche, et il est venu après presque 2 ans et il a formé la communauté Dzogchen. Et le chamanisme? Le chamanisme, je n'ai pas eu vraiment de contacts. Je l'étudiais surtout à travers des livres. Et je parle surtout de ce qu'on appelle le chamanisme sud-américain, parce que le nom chamanisme est le chamanisme paléo-sibérien, pas le sud-américain. Et même, ils n'aiment pas ce mot. La première fois que je me suis trouvé avec des chamans, c'était le jour dont j'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai donné des enseignements Dzogchen en Colombie et quelqu'un est venu et il a été très intéressé. Bon, il avait même lu un livre que j'ai écrit qui s'appelle Bouddhisme et Dzogchen, le bouddhisme et le Dzogchen, et il y a le livre en espagnol. Et puis, maintenant, il y a le livre en anglais, mais c'est la première partie. Il est sur l'Internet, on peut le prendre gratuitement. Ce n'est pas définitif, je suis en train de le finir, mais on peut déjà le lire. Il y a des petits défects,
que je vais corriger. Je suis dans la dernière révision. Et ces chamans, ils n'aiment pas le mot, ils disent le chamanisme est une distorsion des traditions de sagesse anciennes, que c'est exactement la même chose que je dis dans mon livre Chamanismo y Dzogchen. Alors, on a beaucoup parlé, et à la fin, ils ont dit nous voulons recevoir des enseignements Dzogchen. Ils avaient parlé aussi que sa sainteté le Dalai Lama au Mexique un jour avait dit que l'énergie de l'illumination était passée du Tibet au Sud-Amérique et que les traditions des Indiens de Sud-Amérique devraient se faire un tissu avec le Dzogchen de façon que alors je trouve tout ça quelque chose de très intéressant, une coïncidence qu'on pourrait appeler, suivant Trungpa Rinpoche, la coïncidence auspicieuse de la Dharmata. Et c'est un peu ce que je veux à dire, oui. Salut. Avec tout ce qui se passe sur la planète, de choses horribles, enfin tout ça, comment dire Je suis un peu sourd, s'il te plaît. Oui. Ok. Donc, sur la planète, il y a plein de choses horribles. Oui. Hein, la Syrie, etc., etc., etc. Oui. Donc, est-ce que tu penses que c'est dans la dualité que de se rebeller ou quand on a une âme de guerrier Quand quoi? Une âme de guerrier. Oui. Est-ce que comment tu vois ça, cette colère saine et révoltée, ouais merci, que ça s'arrête, enfin tout ça, tu vas de combattre toutes ces merdes-là, quoi, et en même temps de trouver la paix intérieure. Comment tu vois ça, quoi? Oui. Ce que tu appelles la dualité, c'est-à-dire oui. L'autre et moi, oui. Toutes ces merdes et moi. Oui. Bon, on dit que le lotus pousse dans lac qui peut être absolument sale, et quand même il peut ouvrir ses pétales pour recevoir la lumière du soleil. Et je dirais en plus que le plus dégénéré qu'on est, le plus prochain de la destruction, la plus grande la nécessité de se guérir. Et c'est pour ça que c'est en ce moment précis dans lequel on est à point de détruire l'écosystème et des êtres humains de se détruire entre nous. Et c'est exactement dans ce moment où cette nécessité se répand et devient vraiment une force formidable qui peut éventuellement changer complètement les choses. Et on a dit plusieurs personnes qu'on comparait ça avec la masse critique de la bombe atomique. Oui, si un nombre suffisant de êtres humains achève cette transformation, alors ça peut se reprendre. Il y a eu des expériments avec des souris qui pavloviens, oui, c'est l'aberrante, on dit, et il n'arrivait jamais à le résoudre. Une fois, un souris a résolu ça en Indonésie. Et après ça, des souris qui n'avaient aucune relation génétique avec ces souris ont commencé à le résoudre partout, dans tout le monde. Alors c'est peut-être comme ça qu'on peut vraiment achever cette transformation. Et cette force peut être beaucoup plus forte que la force de la destruction, parce que il ne peut avoir plus de force
que quand cette force énergétique est enterrée, au lieu d'être divisée. La division, c'est une force limitée, mais quand il n'y a pas de division, la force est absolue. Alors, je pense que cette force, si un nombre suffisant de gens l'achèvent, le trouvent, ça peut déclencher une transformation mondiale. Et bien sûr qu'il y aura des catastrophes. Déjà, elles se passent. Il y a la guerre en Syrie dans plusieurs lieux. Et puis, il y a tant de choses terribles, la crise écologique qui menace de nous détruire et tout ça. Mais au Sud-Amérique, il y a une violence, même s'il n'y a pas la guerre, ils tuent les gens pour la voler. Mais alors tu es pour l'action ou pas? Comment? Pour agir. Tu es pour agir ou pas? C'est ça que Je suis pour. l'action, Je suis. l'action révolutionnaire ou pas? L'action révolutionnaire. C'est pour l'action ou alors la méditation. Alors et toi, qu'est-ce que... Oui. Je ne crois pas à une révolution violente. Je crois que la transformation de l'esprit va faire que les gens transforment le système, parce que le système, s'il continue, même si les gens changent, alors elle va tout détruire. Alors ce changement doit se manifester aussi dans la société, au niveau social, mais pas dans la forme d'une révolution violente, mais il va y avoir une transformation s'il y a assez de gens qui subissent ces transformations, alors naturellement la transformation va se reprendre et ça va produire une forme de société absolument différente que celle qui existe maintenant. Et bien sûr, il faut agir, c'est pour ça que j'écris beaucoup sur l'écologie, sur le changement social, j'écris sur beaucoup de sujets. La psychologie, j'essaie de mettre ça, cette transformation dans toutes les disciplines possibles. Oui. Pour cette transformation. Excuse? Plus forte. Pour cette Oui. transformation, la méthode la plus efficace, ce serait plutôt le respect ou l'amour. Le respect ou l'amour comme méthode. Bon, L'amour pour favoriser cette transformation. On parle beaucoup de l'amour, mais est-ce que le respect n'est pas une méthode plus appropriée pour que le processus se développe dans la situation décrite par... oui. Vas-y. Je dirais que si on te dit il faut que tu aimes, tu ne peux pas aimer. Si on te dit il faut que tu respectes, tu ne vas pas respecter. Alors ce qu'il faut, c'est appliquer les enseignements pour subir une transformation de l'esprit et arriver au Rigpa. Et dans le Rigpa, c'est la nature bouddhique est actuelle. Elle n'est pas en potence, elle est en actualité. Et elle a toutes les qualités de l'illumination. Alors si on la trouve, toutes ces qualités se manifestent spontanément. Et absolument, le respect et l'amour et tout ça va couler. Encore, je sais Ok. pas. Est-ce que tu penses qu'on a tous des natures différentes, des âmes différentes, ce qu'on appelle l'essence même de l'individu, et qu'il y a des voies différentes? Et quoi? Qu'il y a des voies différentes, des chemins différents, suivant
la nature de chacun. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que le Bouddha, même s'il était le Bouddha, aux personnes, les moines qui avaient la capacité et l'orientation des Shravaka, il lui a enseigné le Shravakayana. Et puis à ceux qui avaient la capacité de Mahayana, il enseignait le Mahayana, parce qu'un Bouddha, il n'a pas un point de vue propre de soi-même. Il ne croit à rien. Il sait que tous les concepts, aucun concept peut correspondre à la vraie condition. Alors il a deux mots dans le Madhyamika qui sont Swamata et Paramata. Swamata veut dire avoir un point de vue propre. Ça veut dire que je crois à quelque chose. Un Bouddha, il ne croit rien parce qu'il sait que les concepts sont les sangles et la vraie condition, c'est les faire. C'est impossible qu'il y ait une correspondance. Alors, il donne point de vue pour les autres, Paramata. Il n'a pas Swamata, mais il donne aux autres Paramata. Ça veut dire qu'il leur donne une chose à croire pour les faire agir d'une certaine façon qui soit accord avec sa façon d'être, pour les porter le plus loin qu'on peut porter à cette sorte de personnes. Et bien sûr, le Dzogchen, c'est le plus propice pour cette époque. Le Dalai Lama même l'a dit. Et les gens n'ont pas le temps d'aller dans des retraites de 10 années, même de 3 années. Alors, il faut un moyen qui soit vraiment, qui a si de pouvoir qu'on peut transformer l'individu sans besoin de faire des longues retraites et bien sûr sans besoin d'aller par une série de renaissances pendant 3, alors le monde s'effondre avant qu'on arrive à quoi que ce soit, oui. Alors c'est l'époque du Dzogchen. Il semble qu'on a fini. J'osais pas le dire, mais s'il n'y a pas de questions, effectivement, on va devoir finir alors. Oui. Ok. J'ai pas ici. Bah écoutez, merci beaucoup alors. Merci Elias Capriles. Et merci à tout le monde d'être venu. Et puis merci à Guy qui nous a prêté son micro et qui nous a fait toute l'installation pour la technique, la régie. Voilà. Et puis Guy, Jean-François qui a aidé aussi au niveau de la logistique, Alvaro pour la traduction parfois. Et à mon dictionnaire. Et voilà, comment ? À mon dictionnaire. À le dictionnaire. Voilà. Et écoutez, ce que je propose, c'est voilà, on peut rester ici, partager un moment convivial, avec ceux qui le souhaitent, dîner pour ceux qui le souhaitent. Je vais faire passer une boîte aussi pour des offrandes, voilà, donc si vous souhaitez participer à la soirée, ça permettra aussi. Oui, la façon de sortir du doute, c'est de revenir une fois, une autre fois, encore une autre fois, plusieurs fois, beaucoup de fois,